Salam alaikum Azoul, bonsoir. Dans le Batna de mon enfance, nous avions un Oued Gurzi, qui passait au milieu de la ville. Il l'a divisé en deux. Depuis quelques années, il a été comblé, recouvert, et on ne le voit plus. Mais quand j'étais un petit enfant, j'avais été frappé par les crues mémorables de cet Oued. C'était toujours un événement pour nous. Et nous avions tous appris à déchiffrer les signes avant-coureurs de l'événement, avant qu'il ne se produise. Nous voyions d'abord l'Oued enfler, presque imperceptiblement, sans que le débit ne prenne plus de vitesse. C'était comme s'il gonflait ses muscles, comme s'il s'étirait. Puis, il commençait à bouillonner par endroits où se manifestaient subitement des tourbillons, avant que n'apparaissent petit à petit des arbrisseaux, des cadavres de petits animaux qui semblaient glisser sur sa surface, de plus en plus nombreux. Puis, et c'était là le signe décisif qui venait confirmer qu'il allait entrer en crue, l'Oued, nous entendions comme une sourde rumeur, comme un lointain roulement de tonnerre dans un ciel serein, comme un bruit diffus, sourd, menaçant, qui montait, qui enflait, qui semblait dévaler une pente. Et soudainement, comme déboulant de nulle part, l'Oued explosait littéralement en une immense lame boueuse, grande comme une montagne, qui semblait avoir renfoncé une digue. L'Oued déboulait, littéralement, en un torrent tumultueux qui charriait des animaux autrement plus imposants, des ânes, des chèvres, des arbres qu'il avait déracinés. C'était terrifiant et fabuleux en même temps. Ce fleuve, habituellement si calme, qui se résorbait parfois en un mince petit filet d'eau noirâtre où flottaient des immondices, se déchaînait jusqu'à sortir de son lit et inondait toutes les parties basses de la ville. Il entraînait au loin tous les immondices qui encombraient ces berges. Et après son passage, tous les habitants se mettaient pieds nus, retroussaient jovialement leurs pantalons et armés de leurs balais, de leurs brouettes, dans un joyeux charivari, se retrouvaient tous pour nettoyer la ville de la boue et des détritus que l'Oued y avait déposés. Les femmes ont profité pour jeter dans la rue tout ce qui encombrait leurs maisons. C'était comme une cérémonie, comme ces grands nettoyages du printemps, comme si, en finissant le travail de lavage à grand eau que Oued Gurzi avait commencé, nous purifions notre âme collective des impuretés qui s'y étaient déposées. Un peu comme une renaissance. Pourquoi je vous parle, je vous raconte la crue de Oued Gurzi ? C'est parce qu'en écoutant les déclarations de Berti Belaïd, le ministre du Commerce, j'ai eu l'impression d'entendre cette rumeur sourde qui monte dans ne sait où, d'observer ces éclairs blafards qui saisissent les cœurs d'effroi et qui précèdent le tonnerre qui roule au loin. Et il n'y a pas que les déclarations de Berti Belaïd, même si à elles seules, elles sont un épouvantable diagnostic d'une affection qui s'est propagée à tout le corps et dont l'inéluctable découlement ne peut être que fatal. Oui, en plus des terribles aveux du ministre du Commerce qui déclare publiquement qu'il n'y a plus d'État, il y a aussi les aveux du ministre du Tourisme qui vont dans le même sens, ceux du ministre de la Justice qui reconnaît que des cas de grande corruption ont été étouffés par des magistrats qui sont toujours en exercice. Mais il y a aussi la déclaration tellement éloquente de la ministre de la Poste et des Télécommunications qui affirme, le plus sérieusement du monde, que la menace ne vient ni des sites pornographiques, ni de ceux qui font l'apologie du terrorisme, mais des réseaux sociaux, Facebook en tête. Elle ne nous dit pas pour qui cela est une menace, bien sûr, mais nous le savons. Comme le savent les régimes qui ont été emportés grâce à la mobilisation des réseaux sociaux. Et en cela, cette ministre vient rejoindre les appels de Yahya aux militants du RND d'investir massivement les réseaux sociaux pour, nous dit-il, défendre l'Algérie, puisque pour lui, l'Algérie, c'est le régime qui la tient en otage.
En fait, ces avertissements, ces gesticulations sont comme les signes précurseurs de la crue qui s'annonce. La colère de certains ministres, des technocrates qui font que ce pays fonctionne, malgré tout, tant bien que mal, malgré l'immense prédation qui le ravage, ne peut plus être contenue. De grands commis de l'État ne sont pas tous des pourris. Nombreux parmi eux sont intègres, d'autres, sans être tout à fait irréprochables, sont juste intelligents, capables de faire la part des choses. Ils savent ce que seront les lendemains et ils ont peur pour leur pays. Et ils sont de plus en plus nombreux à se rebiffer, à ne plus accepter de collaborer avec une mafiocratie. Parce qu'ils sont arrivés à un point de non-retour, où il faut se démarquer, parce qu'un grand serviteur de l'État ne peut pas se commettre avec de la canaille. Et de l'autre bord, il y a ceux-là et celles-ci qui sont dans plus grave que de la connivence, dans la servilité rétribuée, et qui, eux aussi, entendent très distinctement le fracas de la crue qui vient, qui va réveiller les dormeurs et les forcer de se retrousser les manches pour l'œuvre purificatrice, pour laver à grand eau la cité régénérée, pour faire refleurir les vallées offertes. Aujourd'hui. TSA. Quand un ministre raconte l'incroyable histoire d'un importateur qui a menacé le ministère du Commerce, par Hajar Gnanfa. Le jeune indépendant. Un vaste trafic démantelé par les services des douanes. Des conteneurs chargés de pierres, par ZM. Liberté. Il dénonce des cas de malversation sans saisir la justice. Ces ministres qui n'osent pas, par Badreddin Khris. Nous allons écouter et regarder ensemble ces ministres qui dénoncent les prédations. Nous allons commencer donc par le ministre du Commerce et le ministre du Tourisme. هذا اتخذ في مرحلة معينة اتخذ أيضا باسكو كانت هناك لوبيات فرضت نفسها من ضمنهم تعرفوهم اللي يوزعوا سيارات. أنا دي نو يصل السيد هذا حتى المقر وزارة التجارة اللي مناس يقولوا هذوك لي برودوي ندخلهم مربي كبير. هو كي قال هذاك الكلام صدق صحيح لي كونتينر اون كيتي. التوزيع لم يراعى أدنى شروط القانونية، وأعد هذا التوزيع بطريقة غير شرعية، فئة معينة قليلة جدا تعد على الأصابع التي تعلم بما يجري في البارك دي غروند. هل نريد من دفع عجلة الاستثمار بترقية الفاست فود؟ أول إجراء قمنا به هو أنه تم إلغاء 96 الاستفادة، وأعطينا تعليمات على أنه أصحاب هذه الاستفادات لازم نسترجعوا لهم الأموال نتاعهم ويخلونا ترنكيل، لأنه لو نجيو نطبقوا القانون هناك إجراءات. Dommage, ça a été coupé parce qu'il dit هناك إجراءات, des mesures qui relèvent du pénal, il l'a dit. Hein. Nous allons maintenant écouter la réponse de M. Roule. Monsieur Roule qui va nous expliquer que le Sellal a tout justifié alors que Sellal n'a rien dit. Vous allez écouter et ensuite on commentera. On va compter combien de fois il a dit Sellal. Hein? جوابي وردي فيما يخص ملف دنيا بارك بكل بساطة. الجواب في الحقيقة تام، الجواب واضح، الجواب صريح. La réponse catégorique il dit. Hein? Complète, intégrale. الوزير الأول عبد الملك سلال. Il a dit Sellal une fois. واضح. واضح. واش حبيتني نزيد؟
بعد كلام سي عبد الملك سلام. Deux. في هذا الإطار أن رد السيد الوزير الأول معالي دولة الوزير الأول عبد الملك سلال Trois. على هذا الملف تاع دنيا بارك كان واضحا واضحا. وصريحا وشفافا في نفس الوقت. Catégorique, clair et tout en même temps. أن تصريح Transparent. الوزير الأول عبد الملك سلال أنهى الجدال Quatre fois, c'est نهائيا. la- أنهى الجدال نهائيا Il est en train de bourrer le moule, là. Hein. وكذلك أغلق هذا الملف. Il a fermé le dossier. كذلك أقول في هذا الإطار من خلال تتبعنا ومن خلالكم لوسائل الإعلام على أن الوزير الأول عبد الملك سلال 5 fois. صرح أن هذا الملف ملف دنيا بارك ما هو إلا مجرد خطأ أو خلل Une erreur. في بعض إجراءات Et c'est ce qu'a dit Sellal. Il a dit c'est une erreur, c'est classé. C'est tout ce qu'il a dit. على تسيير الحظيرة D'accord. وأن هذا الخطأ وأنها الخطأ. أو هذا الخلل Cette erreur ou cette... البسيط تم استدراكه وتم تصحيحه ورجعت الأمور إلى طبيعتها Circuler n'a rien à voir. لم يعد هناك أصلا أي مشكل الآن. Aucun problème. ضف إلى ذلك فالوزير الأول من خلال 6 fois. تصريحاته Sellal. أكد Akada. على Il a confirmé. أمر هام جدا أنه لا يوجد قضية اليوم تسمى بقضية دنيا بارك. Il n'y a aucune affaire qui s'appelle Donia Park. Mais ça, vous allez encore à côté, c'est pas في fini. نفس الوقت En même temps. أقول في نفس الوقت في الحقيقة كلام سيد الوزير الأول كلام كافي ووافي 7 fois. وأغلق كل أبواب الشكوك Il est en train de dire la même chose depuis tout à l'heure. La أبواب même chose. التأويلات Voilà, 7 fois. المغرضة أو عن حسنية أو الخاطئة. غلق Ok, الباب d'accord. نهائيا. D'accord. ضف إلى ذلك هذا فيما يخص يعني جواب الوزير الأول في الحقيقة من 8 زيد fois. 8 fois. لكن بالمناسبة أود أن أشرح بعض الأمور وأن أوضح بعض الأمور فيما يخص هذا الملف. أولا أؤكد أولا Voilà. Je rappelle que M. Sellal n'a rien expliqué du tout. Il a juste dit... après les révélations faites par le ministre de l'Agriculture qui a donné des détails. Le Sellal arrive, il dit non, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'affaire. C'est juste une erreur et ça a été réglé. Et M. Roul arrive qui dit non, voilà, moi je viens de dire... Et il nous dit 8 fois que Sellal a dit il n'y a pas d'affaire, c'est réglé. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Nordin Bahbouh, secrétaire général de l'UFDS, ancien ministre de l'Agriculture. Badis Khnissa, président fondateur du groupe de réflexion Club Émergence. Yassine Mahibahi, médecin, activiste politique. Nordin Bahbouh, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Si Jamal. Voilà, je vous remercie. Je salue vos invités et tous nos amis de Maghribia. Alors, Nordin Bahbouh, les Algériens ont été stupéfiés, pour le moins, par les déclarations du ministre du Commerce. Tout le monde savait l'ampleur des dégâts, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, mais personne ne pouvait s'imaginer qu'un ministre en exercice puisse faire de telles révélations sur les turpitudes du régime. Comment expliquez-vous ça? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est Jamal, d'abord, il faut revenir à une réalité. Je pense qu'on peut faire 2 lectures à ces déclarations. La première lecture, c'est qu'au niveau du gouvernement, d'une manière générale, il y a une incohérence de gestion qui est totale. Il n'y a aucune solidarité gouvernementale. Et nous sommes dans une phase où nous avons déjà atteint le sommet, ou bien le sommet de la déliquescence de l'État. Nous vivons dans une situation de non-gouvernance. Qu'un ministre vienne se plaindre, faire des déclarations et se plaindre au peuple. Se plaindre au peuple
d'une situation. D'abord, on comprend d'abord pourquoi on se plaint au peuple alors que c'est le contraire qui doit se faire. Et de qui se plaint-il? C'est la deuxième question. Alors moi, je fais deux lectures, connaissant bien ces délais. Il y a la première lecture où ce ministre, une fois qu'il a découvert cette situation et qu'il est peut-être annoncé et dénoncé cela à sa hiérarchie et qu'il n'y a pas eu de réaction, il a voulu se soustraire de cet état de fait et a pris à témoin l'opinion publique. Ça peut être une lecture. Je peux dire que ça peut être une lecture. La deuxième lecture, c'est qu'il n'y a personne qui écoute personne. Et pour en revenir, ce n'est pas uniquement de l'aide dont vous parlez du ministre du Commerce, je peux parler de tout ce qui se passe ces derniers temps, la déclaration du ministre du Tourisme, comme vous l'avez si bien dit, la déclaration du ministre de la Justice, la dernière déclaration de Madame la ministre des Télécommunications. Ça veut dire que nous sommes, je vous le dis, nous sommes en phase de, vous avez parlé tout à l'heure de crue, qui a tout charrié. Mais moi, je n'ai pas envie que cette crue charrie tout le pays. C'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. Nous sommes dans une situation qui est très grave et on ne pourra jamais imaginer les conséquences d'un tel comportement. On n'a jamais vu un tel comportement de la part d'un gouvernement. Ce qui signifie en d'autres termes que personne ne s'occupe de personne et les conflits internes à l'intérieur de ce système et de ce régime ont atteint un niveau qui n'a jamais été égalé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, maintenant, si M. Belaïd veut porter à témoin, et c'est un coup de colère de M. le ministre du Commerce, pour dire mettre à témoin l'opinion publique, c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent d'une manière inacceptable du point de vue légal, du point de vue réglementaire, et qu'on laisse faire, ça veut dire qu'il y a toute une mafia qui est en train de s'occuper des affaires de l'État, et une mafia qui Mais Nordine Bahbouh, c'est une évidence, tout le monde le sait, que c'est une mafiocratie, tout le monde le sait. Sauf que cette fois-ci, c'est un ministre en exercice. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une débandade, c'est la débâcle annoncée, c'est quoi? Je vous ai dit, nous avons atteint, on culmine le sommet de la déliquescence de l'État. Nous culminons, nous avons atteint, ça y est, c'est inimaginable. On ne peut jamais imaginer qu'un gouvernement, des ministres du gouvernement, mais il y a autre chose aussi qu'il faut rappeler au passage. Moi, je me rappelle d'une déclaration d'un ministre français dont je ne citerai pas le nom, un ministre, sa démission, ça ferme sa gueule, je m'excuse de vous dire. Mais en principe, des ministres qui font des déclarations pareilles pour aboutir et pour faire en sorte que leur idée, et que ce sont des gens qui signifient et qui veulent signifier à l'opinion publique de manière générale leur totale intégrité, ils doivent prendre des décisions politiques. Moi, c'est ça qui me préoccupe à un niveau. Lorsque M. le ministre du Tourisme a été remis et recasé, repositionné par le Premier ministre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il fait encore dans ce gouvernement. Je ne sais pas quel ministre qui n'a pas pu régler ses problèmes et qui n'a aucune solidarité de sa hiérarchie, qu'est-ce qu'il fait au gouvernement. Donc vous avez des situations qui sont ubuesques, qui n'arrivent pas à être expliquées. C'est une débandade, comme vous l'avez si bien dit, une débandade qui a atteint un niveau inimaginable. Je reviens à vous dans un moment, Nordine Bahbouh, et j'accueille Dr Yassine Mahibahi. Merci d'être avec nous, Yassine Mahibahi. Merci à vous, Jamel Dine. Bonsoir aux téléspectateurs et merci aux invités. Merci. Alors, Yassine Mahibahi, ces déclarations, il n'y a pas longtemps, des gens comme vous, comme moi, comme Bahbouh qui est avec nous, qui s'expriment souvent dans cette chaîne, ont nous traité de douat al-fitna. Yahya nous accusait de semer la discorde, la fitna, d'être à la main d'étrangers. Et maintenant que c'est un ministre du gouvernement qui vient de dire plus que nous n'avons nous-mêmes dit, que vous n'avez vous-même dit, de quoi il va être accusé? D'être un doua de fitna? Alors, d'abord, il faut rappeler une chose aux Algériens, c'est que M. Barti Belaïd était déjà ministre du Commerce de 96 à 98, fin 97. Donc il connaît très très bien ce secteur puisqu'il a été ministre dans les gouvernements de Smaïl Hamdani et de Ahmed Bouyahia. Donc ça c'est un. Aujourd'hui, depuis 2015, il a été rappelé aux mêmes fonctions donc de ministre du Commerce et aujourd'hui il fait ses déclarations en disant voilà ce qui se passe dans le secteur du commerce, etc. Pourquoi? Je pense qu'il y a ma lecture personnelle, il y a plusieurs raisons. D'abord,
Les déclarations du ministre dire qu'il y a une mafia, effectivement, il y a un réseau mafieux, mais ça c'est connu, puisque de toute façon lui-même, il était dans le secteur. Mais c'est à la veille, d'abord d'un rendez-vous électoral très important. L'Algérie se prépare aux élections législatives dans quelques mois. Et deuxièmement, dans un contexte économique très difficile. Il y a 2 jours, je suis rentré d'Alger, je suis resté quelques jours. Et la situation, elle est, si vous voulez, tous les Algériens aujourd'hui sont très angoissés. Il n'y a qu'un seul sujet qui tourne autour, c'est le contexte économique. C'est-à-dire, comment il est fait quel avenir pour l'Algérie? Les Algériens se posent la question sur un contexte économique. Donc aujourd'hui, que ce ministre, qui a déjà occupé les fonctions en 96, en 97, il a accepté de revenir dans un gouvernement, et qu'on connaît très très bien comment il fonctionne, il vient et il nous dit, voilà la situation, je n'en peux plus, je suis sous pression. Je crois que tout ça, ce n'est que de la poudre aux yeux, ce n'est que des manipulations pour des élections législatives, parce qu'on connaît très bien... Vous voulez dire que le ministre qui fait ce genre de déclaration, c'est de la poudre aux yeux? Oui, parce que d'abord, on sait très bien que lui-même, il souffre. D'abord, il a des problèmes de santé. Il faut rappeler qu'il a eu 2-3 malaises et qu'il a été évacué en urgence en France. Donc je pense qu'il est partant de ce gouvernement. Et d'ailleurs, il a... Ça veut dire qu'il n'a rien à perdre, il est en phase terminale. Je m'excuse d'être aussi brutal. Je ne sais pas, phase terminale ou pas. En tout cas, on sait très bien que M. Lui, il a dit, je suis en fin de carrière, je n'ai rien à perdre et je n'ai peur de personne. Je dirai ce que je veux dire. C'est ce qu'il dit. Mais en tout cas, ça n'a aucun sens. Quand vous aurez préféré qu'il se taise, qu'il ne dénonce pas? Qu'il démissionne. J'aurais préféré qu'il n'accepte jamais de revenir à ce gouvernement-là. Et quand on accepte de travailler, d'être dans une équipe gouvernementale aussi controversée, aussi illégitime, il faut assumer les conséquences. Quand vous avez, par exemple, un ministre de l'Éducation nationale qui a pris des décisions, en l'occurrence Mme Nouria Ben Ghabrit, et qui a eu le soutien du chef du gouvernement, un soutien franc. Il a dit « je soutiens la ministre ». Et aujourd'hui, M. Berti Blaïb, jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas eu de déclaration du Premier ministre, bien qu'on a entendu des déclarations d'un ancien ministre qui était un président d'un parti politique, en l'occurrence Amar Roul, en faisant l'éloge du chef du gouvernement. Mais ce dernier n'a pas soutenu son ministre. Je rejoins d'ailleurs l'analyse de M. Nourdin Behboud en disant qu'un gouvernement doit travailler dans la cohésion la plus totale, dans la solidarité la plus totale. Or, l'équipe gouvernementale actuelle est en train de mener l'Algérie en bateau sur un plan économique, parce que c'est ça qui fait peur. Nous savons très bien que l'Algérie, qu'il y a cette corruption qui a gangréné tous les secteurs, aussi bien économiques qu'industriels que commercial. Et aujourd'hui, on vient nous dire que, le ministre, il fait son coup de gueule en disant voilà ce qu'il en est. Restez avec nous, Yassine Mahibahi. Je reviens à vous dans un moment. Et je reçois Badis Khnissa, que je remercie d'être avec nous. Bonsoir M. Jamal. Bonsoir. Alors, d'abord, à tous. Merci. Je voudrais d'abord vous laisser nous expliquer un peu ce qu'est le club Émergence que vous présidez, que vous avez fondé. Très bien. Alors, le club Émergence, en fait, c'est un club, c'est un think tank, un groupe de réflexion qui incite tout bonnement à la réflexion citoyenne pour amorcer, je dirais, un sursaut républicain et permettre une réflexion profonde qui permettra effectivement à nos compatriotes de par le monde à réfléchir, à agir de telle sorte de permettre l'édification d'une Algérie forte, une Algérie de cohésion nationale qui permet tout un chacun d'apporter une pierre à l'édifice. Très bien, merci. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Yassine Mahibahi qui dit qu'il est en train de dire n'importe quoi, ce ministre, qu'il aurait dû se taire, et même Nourdin Behboud qui a rappelé une certaine phrase de Chevènement, je crois, qui a dit un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule.
Écoutez, partiellement, pour la bonne et simple raison que moi je pense qu'il faut resituer le débat un peu et puis la question surtout. Aujourd'hui, on doit avoir une lecture à travers un prisme un peu plus pragmatique, un peu plus réaliste de la situation. Qu'est-ce qu'on a factuellement? On a un ministre du Commerce, en l'occurrence, qui se plaint, qui fait une déclaration, qui plus est lors d'une conférence de presse. Certes, c'est une maladresse. Cependant, cette déclaration, pour moi, est à l'image justement de cette débandade, ce marasme politique et économique qui règne au sein du gouvernement en règle générale et à travers l'exécutif. Mais pour moi, il n'y a pas que il n'y a pas que le ministre du Commerce. Il y a plusieurs ministres qui commencent à sortir un peu des brancards et... Oui, c'est pourquoi je parle en règle générale de tout le gouvernement, de tout l'exécutif. Oui. Mais j'en viens justement. Aujourd'hui, cette déclaration, pour rester typiquement sur cette déclaration, pour moi, elle reflète également l'échec cuisant, l'échec sans appel de ce ministre dans un premier temps et de tout l'exécutif dans un second temps, et notamment le Premier ministre et le Président. On a aujourd'hui un ministre qui se plaint publiquement lors d'une conférence de presse, alors qu'il est, rappelons-le à nos compatriotes et nos concitoyens et concitoyennes, que c'est le premier garant, le premier responsable au sein de son administration, et notamment le ministère du Commerce, comme pour celui du tourisme et ailleurs. Il est le premier garant justement de l'application des lois, des procédures notamment. Or aujourd'hui, cette image qu'on reflète et malheureusement qui est néfaste n'est que la résultante de certaines problématiques en amont, l'incohésion effectivement que vient de souligner M. Bahbour précédemment, mais j'irai encore plus loin. Aujourd'hui, en fait, on est face à vraiment un gouvernement qui entretient un déni de réalité, disons-le et appelons un chat, et ce déni de réalité, effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, par le contexte de conjoncture économique et la crise mondiale, d'ailleurs, qui n'est plus une crise temporaire, elle s'inscrit dans le temps, elle n'est plus éphémère, et à laquelle ce gouvernement, aujourd'hui, par son déni de réalité, va au-delà dans une posture néfaste qui va, aujourd'hui, on va dire, apporter une certaine négativité, si vous voulez, aux intérêts de la nation. Badis Khnessa. Ce ministre a dit clairement, publiquement, c'est consultable par tout le monde, vous allez sur YouTube, vous le trouvez. Il a dit, voilà ce qu'on a fait, voilà entre autres scandales, un importateur qui a fait sortir des conteneurs non conformes, marchandises non conformes, qui peut s'avérer très dangereuse pour la santé, pour la sécurité des gens. Il les a fait sortir de force, malgré notre opposition. Il est venu au ministère, il nous a insultés. Et je vous le dis, là, il a dit, je vous le dis, je ne peux rien faire. Alors que le ministre de la Justice a appelé les ministres qui dénoncent ce genre de scandale à déposer plainte. Alors que normalement, tout simplement, c'est la justice qui s'autosaisit quand un ministre de la République, c'est tenté que c'est une République, fait des déclarations et des aveux publics. Pourquoi ne pas nous contenir à cette équation, essayer de la régler? C'est simple, c'est un ministre qui est en train de dire « je ne peux rien faire, j'ai affaire à une mafia ». C'est une mafia qui a des épaules larges. Ça veut dire que c'est des gens qui sont soutenus par des barons du régime, du même régime. Pourquoi ne pas essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans, sans essayer d'en sortir? Mais M. Benchenouf, justement, c'est tout l'intérêt et la finalité que je veux apporter à ce débat. Moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est d'avoir une prise d'auteur, si vous voulez, du problème. Aujourd'hui, moi, au-delà de s'attarder sur l'incident lui-même et notamment la sortie de ce ministre, qui d'ailleurs, il y en aura d'autres certainement par la suite, moi, j'incite vraiment et vivement à aller vers les tenants de cette problématique, les tenants de cette débandade et ce marasme politique. Aujourd'hui, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce déni de réalité a fait qu'aujourd'hui, au-delà de l'incohésion, je dirais, et la division au sein même de cet exécutif qui est censé finalement rassurer nos compatriotes et nos concitoyens et concitoyennes. Aujourd'hui, nos concitoyens ont besoin d'avoir des ministres réformateurs, des ministres responsables, avec une stratégie forte, une stratégie assumée.
Or aujourd'hui, on a face à nous, aujourd'hui ce ministre, hier un autre ministre, demain également, et qui reflète encore une fois cette stratégie approximative de gestion. Encore une fois, on n'a plus de ministres réformateurs, on a plutôt affaire à des ministres gestionnaires qui, au gré justement de l'évolution catastrophique de notre économie et même d'ailleurs politique, s'adaptent en fonction de ça et d'ailleurs se comportent tout bonnement, et c'est là où la situation est très pour moi invraisemblable, se comporte comme un citoyen lambda qui se plaint en fait de problèmes bureaucratiques et surtout de problèmes administratifs et bien sûr de passe-droit. Mais le passe-droit pour moi aussi, est-ce que l'attitude de ce... reste un détail. Oh, merci. Est-ce que l'attitude de ce ministre, comme ça, de sortir de cette façon, de faire une telle déclaration et de faire de telles révélations, suppose un affaiblissement des tenants du régime, une guerre des clans ou juste un coup de colère? D'après vous, c'est dû à quoi? Monsieur Benchounef, si vous le permettez, pour moi, c'est l'image parfaite justement de ce qui se passe dans les rouages de ce régime qui d'ailleurs, rappelons-le, connaît, aujourd'hui plus palpable qu'hier, connaît une crise majeure au sein de ce régime. Vous savez, le déni de réalité, effectivement, et quand on entretient une stratégie de fuite en avant, on ne peut que justement nuire effectivement aux intérêts de la nation et d'ailleurs, à juste titre, rappelons-le également, que les défis délaissés par le passé vraisemblablement prennent de l'ampleur et du coup deviennent impossibles à relever dans le futur proche ou lointain. Restez avec nous, restez avec nous. Je reviens à Nordin Bahbouh. Nordin Bahbouh, vous qui avez connu ce régime de l'intérieur, puisque vous avez été ministre vous-même, d'après vous, d'abord, pourquoi ces ministres se plaignent à l'opinion publique, pourquoi ne se plaignent-ils pas à ceux qui les ont nommés? Et ensuite, et surtout, ce qui va se passer maintenant pour le ministre du Commerce, qui va être... Parce que s'il est éjecté, il devient un héros. S'il reste, c'est un encouragement aux autres serviteurs de l'État intègres de sortir du bois et de faire de telles révélations. Alors, essayez de nous expliquer un peu. Vous avez bien posé la question, pourquoi se plaint-il d'abord, oui, aux citoyens oui, et pas à sa hiérarchie. Moi, oui, je pose la question. Est-ce oui, que le ministre Belaïd n'a pas posé la question le problème à sa hiérarchie? Moi, je dis toujours que le ministre de la République découvre une telle situation, ou une telle démarche, ou quelque chose d'aussi grave et qu'il ne signale pas à sa hiérarchie. Moi, je suis même presque persuadé que M. Belaïd, le ministre du Commerce, a fait état et a porté à la connaissance de la hiérarchie ce qui s'est passé ou dans son ministère. Ça, je suis sûr, et je le connais personnellement. Ce n'est pas quelqu'un qui prend des gants pour pouvoir aviser sa hiérarchie. Moi, je pense que c'est suite à la non-réaction de sa hiérarchie, ou bien une fois qu'il est découvert que cette personne soit soutenue par quelque chose de plus puissant que lui, qu'il a fait sa déclaration, ne serait-ce que pour un tout petit peu, à la limite, ne pas se déjuger et pour dire que j'ai une probité meilleure que ces gens-là. Je peux faire cette lecture aussi. Attention, il ne faut pas aussi aller... Et d'après vous, qu'est-ce qui va lui arriver maintenant Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme des coups d'État. Vous savez, lorsqu'on fait un coup d'État, lorsqu'on réussit le coup d'État, on est un héros, et lorsqu'on échoue, on est un traître. Donc, vous avez bien. Donc, et c'est pour ça que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà, c'est ça. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, donc c'est comme ça. Si M. Belaïd demain est évincé de son poste ministériel, l'opinion publique, les soutiens qui sont suivants, on dira bon, parce qu'il a dénoncé, il se trouve vidé. Donc, et il a mis, je vous dis franchement, il a mis même l'exécutif actuel dans une situation un peu complexe. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de Belaïd? Est-ce qu'on va l'évincer? Est-ce qu'on va le laisser? Ça, c'est une autre problématique. Mais moi, je pose la question différemment. Le problème qui se pose en ce moment, ça dénote d'une manière, c'est l'image parfaite d'un État où, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a aucune cohésion, mais plus grave, c'est un marasme qui est d'un niveau très très élevé. Et on se pose la question, et moi je confirme qu'aujourd'hui, que la maison Algérie est sans pilote. Nous n'avons pas, est-ce qu'il y a un pilote dans la maison Algérie? Ça, c'est
la grande question, parce que s'il y a un pilote dans la maison Algérie, on n'arrivera jamais, on ne doit jamais arriver à des situations pareilles. Qu'est-ce que vous voulez dire, que Saïd Bouteflika ne contrôle plus la situation? Personne ne compte s'il arrive. Vous savez, écoutez Jamal, si la situation est contrôlée, on ne permet jamais, moi j'étais dans un gouvernement, on ne peut pas permettre de tels dérapages. C'est inimaginable, c'est inacceptable. C'est quelque chose, c'est une raison, à la limite je vais dire, c'est une raison d'État. On ne peut pas imaginer qu'un ministre, que des déclarations du ministre soient remises en cause par d'autres ministres, que des déclarations sur des scandales soient étouffées. Ça ne peut pas s'imaginer. Il y a un État. Et cette situation, c'est elle qui a aujourd'hui fait que l'Algérien, tous les Algériens, à quel que soit leur niveau, essaient de se débrouiller et faire ce qu'ils veulent. Nous sommes dans une situation où n'importe qui décide de n'importe quoi, et chacun dans son domaine et chacun à son niveau. C'est la situation actuelle. Dr Mahibah, il a bien décrit, et c'est la vérité aujourd'hui. Chacun, la preuve, nous avons vécu chez les gens qui font manger des hormones à Neuchâtel. On est en train de gonfler le volaille avec comment dirais-je, avec de l'eau. Ça, chacun profite à sa manière, parce que nous vivons une situation un peu complexe, une situation vraiment inexplicable. C'est ça qui fait que le peuple aussi a bien compris, le citoyen lambda a compris. Il n'a aucun intérêt, le seul intérêt aujourd'hui, la seule chose qui l'intéresse, c'est comment se remplir la poche, comment gagner sa vie bien comme vous, d'une manière honnête ou malhonnête, peu importe pour le moment. Voilà ce que nous vivons, et c'est malheureux, c'est la crue, vous l'avez bien dit, elle est en train peut-être, elle a commencé, au risque de faire charrier beaucoup de choses, et la Qaddarallah, comme dirait l'autre, ça doit nous inquiéter. Voilà ce que je peux dire dans des situations pareilles, c'est pas possible. Restez avec nous, Nordin Bahbouh. Yassine Mahibahi, en l'état, vous êtes très connu sur les réseaux sociaux pour être très actif, justement, et la ministre de la Poste, dans une déclaration publique à la télévision, a dit que le danger ne venait pas des sites terroristes et autres, mais des réseaux sociaux. Bon, elle a donné son explication qui ne tient pas debout. Mais est-ce que c'est le signe? Elle a dit au moment où Yahya appelle les militants du RND à investir massivement les réseaux sociaux. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, ça veut dire tout simplement, c'est une espèce d'une turpitude, d'une immaturité et d'une ministre qui dit que les réseaux sociaux en Algérie, c'est un danger. Alors, le paradoxe, c'est que quand on sait que M. Ahmed Ouihia, secrétaire général du RND, lui-même personnellement, il s'investit de plus en plus dans les réseaux sociaux, alors qu'il n'a jamais fait, donc depuis un certain temps, on le voit très souvent. Shakib Khalil, par exemple, donc pas mal de personnalités ou des gens voilà, qui font partie, que ce soit de l'Alliance ou de l'opposition, utilisent les réseaux sociaux. Donc je pense que Mme Ferraoun n'est pas du tout à la hauteur. Mais quand elle dit menace, est-ce qu'elle ne veut pas dire que c'est une menace pour son régime à elle, celle qu'elle sert, est-ce que ce n'est pas plutôt ça? Vous savez, comme tous les ministres aujourd'hui, ce n'est que des exécutants. Ce n'est que des gens qui exécutent, si vous voulez, voilà, ce que le gouvernement ou ce que le cabinet présidentiel dicte. Et donc, on peut faire des déclarations avisées pour être populiste. En réalité, les réseaux sociaux, non, je dis qu'au contraire, les réseaux sociaux enrichissent de plus en plus la vie politique et sociale en Algérie. Et je suis vraiment désolé pour la ministre qui dit que je vais enlever les sites pornographiques, les réseaux sociaux c'est un danger, alors que d'abord c'est le terrorisme qui est un danger pour le pays. C'est pas parce qu'on a peur du soulèvement populaire, mais c'est pas ça du tout. Au contraire, je pense que le gouvernement, c'est un signe, si vous voulez, d'une faiblesse encore plus de ce gouvernement qui n'arrive pas à travailler dans la cohésion. C'est un signe voilà, c'est un signe d'échec de tout un régime, de tout un gouvernement. J'ajoute juste un truc pour revenir au ministre du Commerce.
rappelant une chose très intéressante, c'est que M. Berti Blaïb était le seul ministre qui était chargé des négociations de l'adhésion de l'Algérie avec l'OMC. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce ministre-là nous dit, bon voilà, il y a des réseaux mafieux. Bon bref, ceci pour dire que tous ces signes-là, tous ces paramètres-là vont dans le sens je ne comprends pas la relation. Il peut très bien avoir mené pour parler les discussions sur l'adhésion de l'Algérie à l'OMC et être dans l'attitude où il est aujourd'hui. Je ne vois pas la contradiction. Je ne pense pas qu'on peut accepter une telle mission de négocier pour l'adhésion de l'Algérie dans une organisation aussi importante que l'OMC et qu'on sait très bien qu'on n'arrive pas à gérer son propre secteur. C'est pas qu'il ne peut pas gérer son propre secteur. Il est en train de dire je ne peux rien faire contre cette mafia qui a investi tous les créneaux de l'État et qui est en train de disposer du pays comme si c'était sa ferme ou son entreprise privée. Mais c'est très grave quand on arrive à ce poste ministériel important et qu'on arrive à avoir ce projet de négocier pour l'adhésion de l'Algérie, alors que on n'arrive pas à gérer les problèmes internes de ce secteur avec des milliards et des milliards. D'accord, Yassine Mahibay, vous êtes le ministre du Commerce. C'est la même problématique. Qu'est-ce que vous auriez fait? Si j'étais ministre du Commerce, d'abord, je dois veiller à ce que ce secteur soit bien géré. Si je n'arrive pas, et si je sais qu'il y a des bâtons, et si je sais que le gouvernement et que ma crédibilité est en jeu, je ne fais pas finalement, je n'ai aucune, si vous voulez, je ne fais pas partie de cette équipe gouvernementale et mes décisions gênent certains lobbies mafieux, ben je démissionne tout simplement en disant voilà, il y a beaucoup de ministres qui ont démissionné en disant je n'accepte pas de travailler dans ces conditions-là, je pars. Le problème, c'est que le ministre du Commerce, je rappelle encore une fois... Vous en connaissez des ministres qui ont démissionné dans des conditions pareilles? Oui. Lesquels? Bien sûr, il y a des ministres, il y a la ministre qui est partie avant celle qui est arrivée, comment qu'elle s'appelle, madame, qui n'est pas restée d'ailleurs très longtemps, qui a démissionné parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a d'ailleurs, personne n'en parle, j'ai oublié son nom, c'est une grande, quand même, c'est une femme qui a fait partie du gouvernement, pas mal de ministres, M. Benbeto qui était chef du gouvernement, il a claqué la porte. Il y a pas mal Moi, je ne connais que celui-ci, les autres... qui a démissionné, oui. Je rappelle encore une fois, c'est un ministre qui a démissionné du gouvernement. Non, quand même, il y a des ministres qui ont eu le courage de dire je ne travaille pas dans des conditions pareilles, je m'en vais. C'est des gens qui ont cette culture de démission, de travailler, de servir pour la nation. Or, aujourd'hui, on sait je crois connaître les cas de Rahabi, Benbetour, il me semble, mais... Sinon, Yassine Mahibay, restez avec nous. Nous allons revenir à Badis Khanissa. Badis Khanissa, vous qui êtes dans un groupe de réflexion et qui avait suffisamment de distanciation pour pouvoir voir les choses de loin, il paraît que c'est très utile plutôt que d'être en plein milieu. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Quelles sont les perspectives et quelles sont les possibilités que vous voyez vous-même? Écoutez, dans un premier temps, j'aimerais apporter un certain complément historique à M. Yassine Mahibay, y apporter aussi également le Premier ministre, chef de gouvernement, M. Ali Benflis, qui a également quitté ses fonctions pour des raisons de conviction, de principes intrinsèques qui l'ont animé, qui l'animent toujours. Maintenant, pour répondre à votre question, malheureusement, je ne suis pas un oracle, je n'ai pas de boule... Mais ceci est donc ce que je peux dire à travers effectivement les événements que nous organisons par le biais de notre club. Juste à titre indicatif, nous en sommes à 2 conférences débats effectuées avec des experts, des chercheurs de tous bords algériens sur des thématiques, plutôt entre parenthèses des problématiques relatives à l'Algérie, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales. Et ce que nous relevons, vous avez dit thématique, puis vous avez tout de suite corrigé pour dire problématique. C'est intéressant. Écoutez, pour être honnête avec vous, aujourd'hui, on ne peut pas aborder le sujet de l'Algérie si on n'aborde pas les problématiques. Aujourd'hui, on est dans un contexte de conjoncture et un état catastrophique que nous ne pouvons plus parler de thématiques, mais plutôt de problématiques. Voilà pourquoi j'ai employé ce mot pour vraiment illustrer le propos et la gravité surtout de la situation.
Très bien. Mais sinon, oui, allez-y, poursuivez, je vous en prie. Donc à travers ces événements, comme je vous disais, en fait, ce qu'on retient profondément, c'est déjà cet intérêt collectif, effectivement, de nos compatriotes à travers le monde, cet intérêt à œuvrer, à édifier une Algérie forte, une Algérie qui ne les marginalise pas, pardon. Et là, je fais référence effectivement sur certains articles. Bon, là n'est pas le sujet. Justement, je voulais vous poser une question sur ça. Vous qui êtes en contact donc avec les diasporas algériennes, et notamment avec les intellectuels, puisque vous suscitez des réflexions, les Algériens de l'étranger qui sont en train de réussir très bien un peu partout, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en France, en Allemagne, un peu partout. Il y en a même qui sont candidats à des prix Nobel. Ils ne se sentent pas frustrés, insultés par ces mesures constitutionnelles qui en font des citoyens de seconde zone? Écoutez, tout à fait. D'ailleurs, c'est une frustration légitime et pertinente, dans la mesure où, en fait, ces mêmes enfants de l'Algérie qui ont apporté énormément à l'édification de l'Algérie, aujourd'hui se sentent marginalisés, ségrégés. J'emploie bien le mot ségrégation. Aujourd'hui, à travers ces articles, même si ça reste des textes, sont des messages forts, c'est des signaux forts à cette communauté pour dire l'Algérie ne veut pas de vous. Or, c'est pas vrai, ne serait-ce que historiquement parlant, rappelons-le, et nous ne le rappellerons pas assez, d'ailleurs c'est ce qu'on fait à chaque fois dans nos conférences, cette diaspora a œuvré dans la révolution algérienne, notamment la 7e wilaya, je ne vous apprends rien, notamment les porteurs de valises du FLN, la collecte parce qu'une guerre, ça coûte cher, surtout quand elle s'inscrit dans le temps. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas, ne serait-ce que par devoir de mémoire et d'histoire, marginaliser cette population qui est partie intégrante de l'Algérie, qu'on le veuille ou non. Donc la construction d'Algérie de demain, il faut qu'elle se fasse avec cette population, avec ses compétences. Et d'ailleurs, c'est tellement ubuesque, et permettez-moi de le rappeler, qu'aujourd'hui, on est pratiquement la seule nation qui marginalise ses compétences, cette force vive, ce vivier de capital humain qui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sont les énumérés. On a pratiquement bientôt peut-être un prix Nobel. Donc cette force vive se doit d'être mise dans le centre du débat et permettre de créer un cercle vertueux et le développement du pays à travers ces actions-là. Qu'est-ce que vous pensez de la mesure toute récente, toute fraîche qu'ils viennent de prendre pour permettre à leurs ministres qui sont en poste, non seulement les ministres, mais toutes sortes de grands barons du régime qui ont des doubles nationalités, ils leur ont laissé 6 mois, s'ils veulent rester dans l'État, au sein de l'État, si tel est... mais enfin, ils leur ont laissé 6 mois pour se désister pour l'autre nationalité, qu'ils puissent donc rester. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, vous faites référence certainement à l'article 63. Écoutez, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, cette démarche, encore une fois, au-delà que ce soit un signal fort et nauséabond et négatif pour la diaspora, demeure effectivement une forme de ségrégation. Aujourd'hui, déterminer qu'il y a un délai, un ultimatum pour régulariser une situation, quelle situation aujourd'hui? On vit dans une situation invraisemblable, encore une fois, qui est tout bonnement la résultante d'une incompétence en amont, d'un déni de réalité, mais surtout au fait d'une dégradation, qu'on se le dit, qu'elle soit socio-politico-économique, qui aujourd'hui pousse ce gouvernement, cet exécutif, à tenir une certaine sémantique un peu fallacieuse et puis surtout une stratégie de fuite en avant. Cette ségrégation aujourd'hui, pour moi, reste et demeurera ad vitam aeternam une approche pour moi caduque, parce que tout bonnement, en plus on indexe cette régularisation par une déclaration sur l'honneur, quand on sait que dans un pays où les déclarations sur l'honneur n'ont aucun poids juridique. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Merci beaucoup Badi Srenissa, merci beaucoup Yassine Mahibahi, merci beaucoup Nordine Bahbouh, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Je veux juste rappeler, pour ceux qui penseraient que nous ne souhaitons pas tout le bien pour ce pays, que la crue, al-hamla, la crue n'est jamais négative, parce qu'elle apporte les alluvions et qu'elle emporte les immondices. Merci beaucoup
بقاو على خير، بسلامة.